Le camp mondialisme acceptera une alternance avec nous le jour où on aura renoncé à tout. Et le jour où on aura purgé nos cadres, parce qu'ils ont des haines que je qualifierais d'ethniques, donc il y a des gens qui ne supporteront pas à cause de leur nom, de leur hérédité, de leur famille, de leurs anciennes déclarations, vous ne ramperez jamais assez bas face à ces gens-là. Jamais. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Impact. D'abord, avant de commencer et de vous présenter notre invité d'exception, et je suis vraiment ravi qu'il ait accepté notre invitation, vous remercier pour votre participation au développement de cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos partages auprès de vos proches. Évidemment, plus vous serez nombreux à nous suivre et à nous soutenir, plus on arrivera justement à avoir des gens aussi prestigieux que notre invité de ce jour. Voilà, donc sans plus tarder, Pierre-Yves Rougeron nous fait l'honneur de sa présence ici, à Impact. Donc Impact, le média de ceux qui agissent, ça tombe bien, parce que Pierre-Yves, ça fait plus de 2 décennies maintenant, me disait-il, qu'il est observateur, je dirais même acteur des environnements du camp national. Il a monté le très connu Cercle Aristote, qui a pour devise « Ceux qui nous élèvent nous unit », avec évidemment la maison d'édition qui en découle très naturellement Perspective Libre. Je sais qu'il intervient dans pas mal de médias, dont notamment le Front Populaire. Aujourd'hui, j'ai voulu lui proposer de venir nous rejoindre parce que justement, Pierre-Yves peut nous donner les clés de compréhension de la situation actuelle, politique et métapolitique en France, et peut-être aussi les axes d'amélioration que notre camp pourrait justement prendre à bras-le-corps pour essayer de redresser la barre. Donc déjà, Pierre-Yves, merci d'être Merci à là. vous. C'est un vrai plaisir. Moi, je vous suis depuis longtemps. En plus, je crois que vous avez fait un petit détour par par l'école de guerre économique, si je ne me trompe pas, Exact. que je trouve une école formidable, justement, qui aborde les sujets économiques avec l'absence de naïveté qui peut être celle de nos dirigeants. Et je trouve ça particulièrement intelligent. Et puis surtout que ça fait honneur au travail de Christian Arbulot, Tout à fait. qui en est son président et qui, justement, est un fervent défenseur de la souveraineté française. Donc voilà, je vous invite à suivre ces travaux-là. Mais aujourd'hui, si je vous ai fait venir, c'est parce il y a beaucoup de rebondissements en ce moment en France. Les choses évoluent et évoluent également dans le camp national. Et moi, si je devais commencer par une question, ce serait, selon vous, quels seraient les défis que doit embrasser le camp national pour réussir justement à accéder à la gestion en fait, des affaires du Hmm. pays? Alors, pour moi, il y a 3 grandes lignes de défis pour nous qui sont tout à fait relevables, mais à une condition, c'est d'une évolution, d'une mutation de l'état d'esprit général. Mhm. En ce moment, depuis quelques années, j'entends, après la grande effervescence intellectuelle qu'on a connue jusqu'à le premier mandat d'Emmanuel Macron, ensuite on a eu après 2017, parce qu'il y avait une vraie effervescence qui a été brisée net, d'abord par la puissance du en même temps, faut être honnête, Mhm. parce que nous, on faisait, et ça c'est un de nos grands défauts, c'est qu'on a fait de la politique, je pense, assez noblement, et on n'a pas vu l'évolution du camp d'en face. Par exemple, prenez le cas de la notion d'en même temps. La notion d'en même temps, c'est pas un truc de speechwriter. Mhm. C'est un truc de spécialiste en sciences cognitives. Pour une raison, c'est que le en même temps, ça vous fait bugger le cerveau, c'est fait pour. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes neutralisé, et ensuite, on met dedans ce qu'on veut. Parce que tout simplement, votre cerveau est ouvert, vos défenses psychiques sont ouvertes, parce que, c'est simple, hein, c'est un oxymore, hein, c'est pas compliqué. Mais, si vous voulez, c'est en poésie, c'est la ténébreuse lumière, etc. D'un seul coup, vous vous dites, ah oui, non, c'est joli. Puis le temps que vous avez l'image, quelqu'un qui est spécialiste en sciences cognitives dit, là, on a une fenêtre de tir, pour vendre du Coca-Cola, dirait Mhm. Monsieur Lelay, on a une fenêtre de tir, on va l'abrutir. On a quelques secondes pour ça, mais on va le faire. Emmanuel Macron était surentraîné à ça. Donc c'est d'où ce qui explique sa campagne de 2017 qui était fondée là-dessus. C'est-à-dire que vous aviez des reportages à l'époque qui étaient très bien faits, je pense à ceux de Vincent Lapierre particulièrement, Mhm. qui se promenaient dans les meetings de Macron, qui demandaient aux macronistes, dites-moi une idée, dites-moi quelque chose. Ah oui, je me rappelle très Il est bien. beau. Oui. Alors, pour le caractère, disons, midinette, il est beau. Et après, mais oui, d'accord, il est beau. Mais qu'est-ce qu'il a dit?
Ah, il a dit quelque chose et, et là, vous vous dites, oh là, si vous voulez, même quelqu'un qui n'a rien à dire, même François Hollande, Mm. le militant socialiste retraité de l'éducation nationale, quand il sort du meeting, il doit au moins avoir un Oui. petit ticket pour être sûr d'aller voter. Mm. Là, même pas. Donc nous, on n'avait pas vu ça. Et Même on donc, critiquait, tout le monde, je me rappelle mais très bien à oui, l'époque, on bien nous disait sûr, quand il est arrivé, mais n'importe quoi, mais il va bien faire sûr. 10%, Et etc. je le Enfin, dis, c'était même à lunaire, titre quoi. Mm. d'autocritique, moi, on m'a dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Vous vous rappelez, il venait de faire, c'est notre projet. Oui, oui. Et moi, je l'avais pour ma génération. Alors, c'est une référence, non pas de boomer, mais pas loin. Je l'avais comparé à Krillin dans Dragon Oui. Ball Z, parce que Krillin, c'est celui c'est celui qui crie le plus fort. Mais, je dis, mais attention, Krillin peut nous battre. Parce qu'il ne faut pas oublier que Krillin dans DBZ, c'est lui qui se termine avec la plus jolie. C'est celui qui termine avec Mm. ses 18. Donc, Quelle référence. donc méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il y a quelque chose, il y a une malignité. Alors, il est vrai que j'ai rencontré le personnage 2 fois. Mm. Et il y a une malignité qui sort de lui. Ah, Et physiquement, qui vous est... l'avez Ah oui, rencontré dans un cadre je l'ai rencontré 2 professionnel? fois, Mm. dans un cadre professionnel les Mm. 2 fois. Alors, évidemment, il venait pas pour me parler à moi. Moi, Mm. j'étais porte-flingue, donc il parlait à mon N+1, mon N+2. D'accord. Mais il y a quelque chose, il y a une profonde malignité qui sort de ce type. Et je le dis d'autant plus parce que c'est le genre de choses auxquelles, malheureusement, je suis relativement sensible. Mm. C'est-à-dire si vous voulez, il y a 2 types d'hommes qui ont des auras négatives. Vous avez ceux que la vie a brisés. Mhm. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'anciens militaires de guerres étrangères. Oui, parfois, vous vous dites, il a fait du mal à des gens. Oui, ça se sent. Mm. J'ai fait pendant 3 ans avec les Libanais, donc des mecs qui n'ont pas fait que des jolies choses pendant les guerres du Liban, j'en ai interrogé beaucoup. Mm. Mais c'était des mecs qui étaient brisés. Lui, c'est autre chose. On sent, comment dire, on sent son solipsisme. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vraiment du gravier sous ses chaussures. Mm. Vous n'êtes pas un être humain à ses yeux, ni d'ailleurs ne l'était mon patron, ni personne d'ailleurs. Parce que le monde entier est une sorte de vaste projection de son cerveau, et fondamentalement, nous ne sommes que des hologrammes là pour sa distraction. Vous voulez, c'est un grand enfant capricieux et cruel. Et ça se sent quand vous êtes en face de lui. Ça, plus cet aspect très désagréable d'un homme qui a une pièce de 2 euros dans chaque œil en vous regardant et vous vous demandez Mm. d'où cette dilatation très particulière de la pupille lui vient. Le Et Rothschild, peut-être Ou c'est avant non, ça? non, je pense plutôt à certains types de vitamines qu'on peut prendre. Ah oui, d'accord, Mais j'ai compris. le problème, c'est, vous voyez, c'est que moi, je m'en suis méfié dès le début. Mm. Parce que il y a quelque chose chez lui, si vous voulez, moi, c'est ce que je dis souvent, quand je commence, il y a encore les grands seigneurs. Séguin est encore là, Pasqua est encore là, il y avait encore les hommes du général qui étaient là. Moi, j'ai eu l'insigne privilège de connaître des Jean Foyer, des Pierre Lefranc. Ça, c'est des choses que je raconterai à mes enfants. Or, ensuite, j'ai vu arriver les petits mecs. Si vous voulez, toute la garde Sarkozy, Darmanin, tous ces mecs-là. Et après, on a vu arriver les dingues. Donc, le plus connu, c'est Sandrine Rousseau. Mais elle l'est autant qu'elle en joue. Oui, je pense que c'est une Elle grande en joue grande beaucoup. communicante. Ouais, bien Elle sûr. en joue beaucoup. Elle en joue beaucoup, mais je pense quand même qu'elle a un grain. Vous revoyez ses aventures littéraires. Ah oui. Si vous voulez, L'extrait revoyez qu'on voit où elle est. l'extrait alors elle- qu'elle raconte qu'elle pèle un cadavre, elle est en Ouais. train de peler une patate. Ouais, Et là, c'est ça, ouais. et là, tu dis, toi, Ouais. si tu veux, la question n'est pas que tu aies été fini ou pas. La question, c'est que le peintre a quand même eu peu de temps à la fin. Hein. Mais et Macron fait partie de cette génération où la politique a attiré des désaxés. Ouais, c'est une Or, à pathologie. partir en de fait. lui, on s'est dit, bon, on va plus rien proposer, on va attendre que le pouvoir tombe dans le caniveau et on va le ramasser. Et je pense que malheureusement, c'est notre état d'esprit. D'accord. Parce que il nous a battus 2 fois Oui. et fondamentalement, on s'est pas remis en question des masses. Au début, on a accusé les idées et non pas le processus de recrutement, de présentation. Résultat, on a cédé sur beaucoup de choses, voire sur tout. Est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Non. Et alors après, il faut voir l'objectif qu'on a. Moi, à titre personnel, le poste ne m'intéressant pas,
voilà, moi, le seul poste pour lequel je rêvais de concourir petit, c'est être père de famille. J'ai eu ce que je voulais. Donc, le problème, c'est que si c'est juste pour avoir des places, on peut tout à fait laisser les hommes de Madame Pécresse faire le non-travail. C'est quand même ce que fait l'UMP depuis sa création, puis républicain, puis syndic de faillite. Donc, moi, le nationalisme m'intéresse à une condition qu'il soit un nationalisme français et actif. S'il est plus français et qu'il n'est pas actif, moi, j'ai aucune raison ni de voter ni de faire voter. Vous voyez le Oui, problème. non, mais c'est Or, du romantisme, ça n'a aucun intérêt. le gros souci, c'est que on s'est dit, oui, on va finir par l'avoir à l'usure. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas à prendre, il est à ramasser dans le caniveau. Ça, c'est l'état d'esprit d'une partie du camp national. Je le crains beaucoup. Ouais, d'accord. Or, si nous changeons cette grille de lecture pour être proactif, il y a quand même 3 leçons des affaires récentes qui peuvent nous être utiles. Les campagnes strictement idéologiques, c'est-à-dire type Union des droites, etc., ont été des échecs colossaux. Des échecs colossaux parce que tout simplement, il n'y a pas de base sociale suffisante. À quel moment il y a eu l'Union des droites? Vous avez un exemple de campagne faite sur l'Union des droites? Si vous voulez, prenez le cas de tous les populistes européens. Oui. Quand ils ont reculé en populisme, ils ont droitisé leur discours. Résultat, ils ont d'autant plus reculé sur le fond par rapport à leur période populiste. Salvini, Meloni, même Wilders. Et pourtant, moi, si on m'avait dit que l'Union européenne arriverait à faire embrasser le Coran à Wilders, je vous aurais pas cru. Hein. Oui, c'est fou. Tu vois, et malheureusement, c'est fait. Pourtant, l'islamophilie de Wilders, j'aurais pas mis mes parties vitales sur la question. Hein. Donc, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai connu Wilders légèrement plus corano-sceptique, soyons très clairs. Bien sûr. Or, parce qu'on a dit un peu trop vite, le populisme, c'est terminé. Retour à des campagnes ciblées. C'est nous la droite, c'est eux la gauche. Et on joue... passe-moi le beurre, je te passe le sel. C'est-à-dire, là, c'est toi, après, c'est moi. Hein. Chacun, c'est chacun notre tour d'être le chat. On a cru que ce temps-là était revenu. Faux. Ce qui s'est passé aux États-Unis nous prouve au moins que ça, c'est faux. C'est-à-dire que le camp mondialiste le camp mondialisme acceptera une alternance avec nous le jour où on aura renoncé à tout. Et le jour où on aura purgé nos cadres, parce qu'ils ont des haines que je qualifierais d'ethniques. Donc il y a des gens qui ne supporteront pas à cause de leur nom, de leur hérédité, de leur famille, de leurs anciennes déclarations. Vous ne ramperez jamais assez bas face à ces gens-là. Jamais. Jamais. Ils en demanderont toujours plus, en fait. Oui, vous inquiétez pas. Et puis surtout, tant que vous leur laissez le manche symbolique, ils savent très bien où ils vont vous le mettre. Il n'y a aucun problème. Très en forme aujourd'hui. Non, mais c'est malheureux. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc déjà, c'est de se rendre compte ce qu'a fait Donald Trump. Quoi qu'on pense de lui par ailleurs. Bien sûr. Il a parlé au peuple américain d'un point de vue unitaire, en tant que sauveur de la fédération, que sauveur de l'américain moyen qui est en train d'être ruiné par la guerre importée, la hausse des inégalités et l'inflation importée. Et il leur a parlé à tous. Résultat, il a encore fait un record chez les Afro-Américains et il emporte la moitié de l'électorat latino. Oui, mais la différence avec les États-Unis, moi je veux bien, mais à un moment donné, je trouve que c'est limité par le fait que les Américains, de par leur constitution et même de par leur éducation, la manière dont ils grandissent et l'image qu'ils ont de leur propre pays et de leur propre identité, ont de fait les armes de discernement qui leur permettent à terme de choisir les dirigeants qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui grandissent dans un amour charnel de leur pays, alors que c'est un pays qui a 200 ans, hein, honnêtement. Les États-Unis, ce sont des Européens à l'origine. Hein. Donc ce que je veux dire pas, c'est qu'il y a un nationalisme très fort, au sens littéral du terme, que c'est une superpuissance, donc qui a une image d'elle-même élevée, qui a connu des temps très difficiles, notamment sous Obama, et dont la barre a été redressée économiquement par Trump. C'est peut-être ça aussi, il est peut-être l'héritier du travail qui avait été fait lors du précédent mandat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les défenses immunitaires du peuple américain sont en bien meilleur état que celles des Français eux-mêmes. C'est ça qui est terrible. Non, ça, c'est indiscutable. La seule chose, c'est que, justement, c'est parce que les défenses des Français ont été élimées que la stratégie
si vous voulez, de vouloir à tout prix coller au bloc central dans une recherche qui n'est pas une recherche de professionnalisation, qui est une recherche de notabilisation, ce qui Tout n'est à pas fait. du tout Et la de même chose. validation du système. Voilà, ce qui Ouais. n'est pas du tout la On même ne remet chose. pas en cause les leviers d'influence, on se Le, soumet aux leviers, or, à ceux qui détiennent les le leviers. problème, c'est Ouais. que nous, et ça c'est historique, Mm. le nationalisme français ne parle qu'à ceux qui veulent que la France continue. Mm. Et là, je vous rejoins tout à fait. C'est qu'il existe, alors il existe une classe aux États-Unis qui veut la fin des États-Unis, mais elle est pas négligeable en nombre. Mais elle n'a pas la masse critique nécessaire. Ils n'ont pas les 4 milliards d'euros qu'a France Télévisions, par exemple. Nous, la masse critique, ils l'ont. Mm. Il faut être honnête, ils l'ont. Pour vouloir que le pays disparaisse. Le problème, c'est que nous, notre discours, c'est de politiser ceux pour qui la France est quelque chose. Mm. Or, là, que leur dit-on ? Patience, on fera peut-être quelque chose si on finit par arriver. Jusque-là, pas de vague. Ah oui, Je suis pas certain. Je le dis, je suis pas certain, tout simplement parce qu'à un moment, on fera douter les nôtres, qu'on fasse quelque chose. Et je le dis d'autant plus que le nationalisme est une espérance en France. Objectivement, le système n'a pas à créer d'espoir, vu que le système est maître des règles. Pour nous, l'espoir est une effraction. Or, soit on entre par effraction, soit on n'entre pas du tout. Faut s'en rendre compte. Je comprends. Or, tout à fait. ça, c'est le premier point. Ouais. Le second point... J'ai une sorte de mentalité défaitiste qui, en bien fait... sûr. Pire que ça, une sorte de loose pride qui nous vient... Non, mais une sorte de loose pride qui nous vient d'une partie du romantisme de droite. Si vous voulez, avec des ça, on est champion du monde. Avec des... On a gagné on a perdu dans l'honneur, finalement, la chevalerie française, c'était bien. Oui, enfin, elle s'est fait allumer par les archers anglais, parce que pour elle, l'arquebusade était une arme ignoble. Moralité, elle en est morte. Donc, et à un moment, comme me le disait mon... on se veut plus romantique que winner. Bien sûr, comme me le disait mon ami, l'historien militaire Laurent Henninger, tu sais, la guerre, ça se fait à 10 contre 1, de nuit, dans le dos. Et ça n'a rien de glamour. Ça n'a rien de glamour. Or, nous, on a besoin que le combat soit glamour. L'ennemi n'a pas besoin que le combat soit... Enfin, un ennemi qui a besoin d'un combat glamour ne vous envoie pas Michel Barnier. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste gagner. Point. Or, ça, c'est le premier point. Deuxième, qui est lié au premier, c'est que le type de campagne qui implique la repolitisation à tous les étages impliquerait... un habillage de terrain et donc une politique de longue haleine, c'est-à-dire d'avoir une politique par section territoriale qui soit à la fois une politique certes politicienne, mais à l'échelon local ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les gens vont pas se relever un dimanche juste pour ça. Ils ont des familles, ils ont des machins. Or, c'est justement de créer des réseaux économiques locaux et de créer des réseaux culturels locaux. À partir de ce moment-là, je ne dis pas que vous gagnez, je dis que vous êtes indéracinable. Alors que là, à chaque fois que nous perdons une élection, je pense que vous le savez comme moi, nos appareils s'effondrent et se reconfigurent autour de centres qui, eux, ne bougent jamais, mais on doit refaire tous les échelons de province parce que tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est barré, écœuré, laminé, dépressif. Résultat, c'est un vol au-dessus d'un nid de coucou permanent, vrai ou faux ? C'est vrai, ils y vont comme si c'était la dernière, et puis ils perdent parce que de fait, il n'y a pas de vision à long terme, et donc après, ça se réorganise à chaque fois. C'est vrai qu'avec des ennemis comme ça, le centre, l'extrême centre, comme je les appelle, a de longs jours devant eux finalement. Parce que... Si vous voulez, on ne s'enracine pas. Quand on essaye de s'enraciner, c'est au détriment des camps nationaux d'à côté. Donc, parce qu'on a une technique de petit scorpion qui fait qu'on se bouffe tous la gueule et que l'ennemi le sait, parce qu'en plus, on n'est même pas discret sur nos divisions. Ah bah non, ça c'est clair, on va sur BFM et compagnie pour déclarer ce que l'autre à côté, ou l'autre se trompe. Mais ça vient d'où ce truc ? J'ai l'impression que c'est une spécialité à droite ou au camp national, d'aller d'abord critiquer le voisin qui ferait pas comme on voudrait, plutôt que de critiquer l'ennemi commun, si je puis dire. C'est étonnant ce truc. Je termine juste sur votre première question sur le dernier point. C'est que à partir de cette nouvelle vision territoriale, et ça c'est pour moi le dernier point qui nous reste à voir,
À partir de ce moment-là, nous pouvons refaire une segmentation sociale et de nouvelles sélections de cadres. Mm. Moi, je pense que ce sont ces 3 étages-là, parce que sinon, on va refaire ce qu'on a toujours fait et ce qui nous mène à la loose à chaque fois, ou pire, ce qui nous ferait gagner par un pur... Le pouvoir, ça se prend. Si on nous donne un coup de coude pour le ramasser dans le caniveau, c'est qu'on veut notre mort. Parce que une partie du système, d'ailleurs, se le dit. On va leur refiler la patate chaude, on va les rincer, mais les rincer. Type premier mandat de Trump en pire. Le problème, c'est qu'on n'a pas un mec aussi épais en face. Et vous le savez comme moi, la plupart de nos cadres seront laminés au bout de 6 mois à être attaqués tous les jours, parce qu'ils n'ont pas l'épaisseur. Or, et surtout qu'on va tout leur faire. Tout. Et de manière ignoble, et le système sait faire ça. Et il a les agents pour ça. Or, le souci, c'est qu'une fois qu'ils nous auront rincés, ils vont nous jeter, nous, et c'est pas nous qui veulent briser. Nous, à ce moment-là, on aura failli, trahi, et en réalité, ceux qui veulent briser, c'est pas nous, c'est le socle social sur lequel nous sommes assis, c'est-à-dire la part des Français qui refusent de baisser la tête. C'est ça qu'ils veulent briser. Eux, leur but, c'est un scénario à la grecque, c'est-à-dire que on donne à un populiste, le populiste trahit. Le peuple grec n'a toujours pas, 10 ans après, relevé la tête. Ce qui sera certainement le cas des Rital, ce qui sera peut-être le cas des Néerlandais, ce sera le cas des Espagnols, parce que une fois que Vox aura terminé de trahir, et déjà les Espagnols de gauche, ils sont pas beaux à regarder. Hein. Pourtant, Polemos, ça avait plus de grandes dents que Vox. Hein. Voyez, en Autriche, où Strahre a fait de son parti une antenne du pouvoir et point barre, est-ce que ça aide l'Autriche? Pas des masses. Aujourd'hui, la Pologne est en train de devenir un État woke et c'est le legs en partie du PiS. Quant à l'escroquerie Orban, elle se termine gentiment. Or, le souci, c'est qu'il ne... Il aura mis en difficulté l'Union européenne quand même, Orban. À aucun moment. À aucun moment, il aura fait une technique de mendicité agressive tout à fait typique des pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire, je dis un truc, à boule l'argent du contribuable français. N'importe qui peut faire ça. Or, le souci, c'est que si nous n'arrivons pas, comme l'ont fait en partie les Anglais, comme l'ont fait les Américains, à un moment à retourner la table, ils nous utiliseront pour solidifier leur pouvoir pour 20 à 30 ans. Et dans 20 à 30 ans, malheureusement, parce que certaines horloges seront arrivées à l'heure, toute une partie de l'Europe de l'Ouest aura sombré. Et ça, malheureusement, ce sont des phénomènes mécaniques. Ce qui ne veut pas dire, j'ai dit mécanique, j'ai pas dit inéductable. Le problème, c'est que sans un effort de volonté, la seule chose, c'est ce qu'on a... On dit toujours, les Français ou les autres Européens, etc., non plus la volonté de vivre. Oui, mais nous, est-ce qu'on l'a vraiment? Parce que nous, on doit avoir une volonté de vie radioactive, irradiante. Parce qu'on doit redonner la volonté de vivre aux autres. Pour passer à votre deuxième question, d'où ça nous vient? Ce sens de la division nous vient à la fois de notre sens gaulois de la palabre. Jusque-là, tout le monde est au courant. Mais ça nous vient en fait de deux choses beaucoup plus récentes et essentielles. La première, c'est ce que j'appelle, ce que je suis en train d'écrire un peu sur cette question, le syndrome des dissidents chiliens. C'est-à-dire que quand vous avez perdu, le seul pouvoir que vous avez, c'est de nuire aux vôtres. Vous n'avez plus de pouvoir créateur au sens prométhéen du terme. Donc la seule chose que vous pouvez, c'est chiquer le mec d'à côté. Parce que le mec d'en face, vous le chiquerez plus, il a gagné. Donc, alors, et de chicade en chicade, on s'est fait des haines. À certaines époques, on s'est fait des guerres. Oui. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais un jour, il faudra écrire l'histoire du nombre de blessés dans les affrontements internationaux depuis les années 80. Il y a eu des centaines de blessés, des dizaines, des centaines de blessés. À une époque, vous aviez des tas de groupes, les nationalistes révolutionnaires, Waco, etc., qui se foutaient sur la gueule dans la rue. Or, on est arrivé à faire ça. On l'oublie, mais on est arrivé à faire ça. Oui, puis après, au niveau des partis, il y a eu la scission au FN des années 90, qui, à mon avis, objectivement, a dû faire perdre 10 ans, je pense. Il y a eu les deux sessions du Front, parce qu'on a oublié la première. On a oublié la session de 1990. C'est-à-dire quand Le Pen a raison de défendre la souveraineté de l'Irak et que plus de la moitié des cadres du Front National de l'époque s'en vont. Dont d'ailleurs le chef du bureau d'études, qui était quand même pas n'importe qui, c'était Jules Monroe. C'est l'un des 5 ou 6 grands sociologues français vivants à l'époque.
pas n'importe qui. Mhm. Or, mais comme il était Cold Warrior, il avait gardé un souvenir traumatique de la guerre d'Algérie. Pour lui, prendre le parti d'un dirigeant arabo-musulman, c'était trop lui demander. Mhm. Donc, or, le Oh, il y avait problème, une guerre de pouvoir aussi avec Maigret, hein, c'était aussi alors non, non, ça, c'est non, de non, non, vision, de attention, stratégie. pas encore Oui, à ce pas encore. moment-là. Mais Et après, moi, ça va je parlais pourrir, de et après, l'époque ça va donner avec la Maigret. deuxième scission qui Oui. sera la pire. Mhm. Or, le grand souci, c'est que faut bien l'avoir en tête. C'est que on a déjà cette tendance de dissident chilien. Mhm. Ensuite, il y a une chose qui vient aussi de notre socialisation. Mhm. Nous sommes souvent, moi je le vois, dans le camp souverainiste, qui est quand même le mien. Mhm. C'est très rare de croiser un chef souverainiste ou un intellectuel souverainiste qui soit pas un mec épais. C'est-à-dire un mec qui a eu de vraies emmerdes dans la vie, à qui ses idées ont coûté très cher. Résultat, ça fait des mecs, comme on dit dans mon village, des mecs pas faciles à traire. Mhm. Et ça nous rend peu coopératifs, tout simplement parce que on a des mecs de caractère entier. Oh, c'est Le- une belle introspection, c'est intéressant parce qu'effectivement le camp souverainiste est intéressant pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de chefs, je dirais, Haut en couleur, ouais. ouais, et je parle Asselineau, Florent Philippot, enfin il y a vraiment des personnalités très ancrées, Très, avec très une net. personnalité très forte et en même temps qui n'arrivent pas à sortir, si je puis dire, à s'adresser au grand public. C'est la problématique du troupeau de chats. Ouais, c'est Ça, intéressant. si vous voulez, ça c'est un fait qui est réel, qui est moins présent dans la jeune génération. Plus de passerelles qui se créent, Alors, moins de rudesse à l'égard du voisin. beaucoup plus de passerelles Mm. aussi parce que, si tu veux, la génération précédente du camp souverainiste, qui étaient des mecs excellents, moi je leur dois tout. Jamais moi je ne tire jamais sur les miens. Mm. Je tire sur beaucoup d'autres, ça, c'est certain, mais je tire jamais sur les miens. La seule chose, c'est qu'ils ont eu, à la fois socialement et autres, plus de chance que ce que nous on a. Mm. Moi je vois, par exemple, tous les jeunes intellectuels montants du souverainisme, j'en ai publié une bonne partie, donc je connais un peu la faune. Mhm. Ils sont de très bons niveaux. Mhm. Et ils seront, je pense, pour la plupart, les mecs qui vont encore tirer le camp national intellectuellement, comme les souverainistes le font déjà depuis 20 ans. Mm. Mais bon, les gaullistes le faisaient avant. Hein, donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'ils sont plus coopératifs parce qu'ils sont dans des conditions sociales beaucoup plus dures. Mm. Là où une partie de nos chefs ont réussi, et d'ailleurs grâce à leur mérite, à se trouver dans la haute fonction publique ou autre, des institutions qui n'ont jamais pu les déjuger. Vous voyez, alors que nous, on est soit dans les cadres d'entreprise, soit quand on est dans la fonction publique, on est dans l'enseignement supérieur ou autre, c'est-à-dire des professions où on est beaucoup moins assis, vous voyez ce que je veux dire, socialement. Donc, nous avons ces problèmes-là. Mais ça nous rend plus coopératifs les uns avec les autres. Ouais. Donc, Puis il y a cette jeune génération aussi, je le vois parce que je la fréquente, et encore plus la génération avant la mienne, enfin je veux dire après la mienne plutôt, ceux qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui, c'est une génération qui n'en a plus rien à faire du, qu'en dira-t-on, du politiquement correct, et qui du coup a une liberté d'expression de parole telle, parce que forcément elle subit le communautarisme exacerbé, qu'il soit woke ou du parti de l'étranger, comme on pourrait dire. Et donc du coup, j'ai l'impression aussi que maintenant, avant les gens s'interdisaient de parler entre eux parce qu'on ne voulait pas avoir la mauvaise étiquette ou le mauvais article dans l'IB. Alors ça, c'est très juste. C'est très juste parce que, par exemple, c'était beaucoup le cas lors de Villiers-Le Pen. Oui. Il ne faut pas parler, Oui, c'est ça. faut pas parler à Le Pen père parce que vous vous rendez compte, l'abomination de la désolation. Chirac, on a fait un super stratégie de campagne, il a fait 80% au deuxième tour. Enfin, c'était. Vous voyez le problème. Ouais, tout à fait. C'est ce qui a tué la droite pour moi. Hein. Cette espèce de pudeur et d'interdiction d'aller parler à l'autre par peur que le journal de gauche vienne nous vilipender. Pour moi, c'est ce qui a tué le camp national. Alors, il y a ça, mais aussi il y a un fait. Il y a ça, mais il y a le revers de la médaille, c'est que faut pas oublier que, si vous voulez, vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites, mais il faut aller, je pense, si je peux me permettre, il faut voir le raisonnement des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vous interdisent de parler, mais deux, quand ils vous y autorisent, c'est pour vous tuer. Et c'est par exemple, moi, si vous voulez, je le dis, hein, je suis l'une des seules personnes du camp national à n'avoir aucune sympathie pour la mémoire de Patrick Buisson. Aucune.
Et je m'en suis lourdement exprimé parce que contrairement à tous ces fans, moi je l'ai lu in extenso. Patrick Buisson, c'était le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne, pour le coup très à droite, de 2007, qui a trahi juste un an après avec un discours plus connu qui est sur YouTube concernant l'obligation du métissage du peuple français et occidental. Et Patrick Buisson, c'est un écrivain aussi qui a écrit La cause du peuple, où il décrit justement tout ce qui lui déplaisait chez Sarkozy, et qui est un grand érudit, ça pour le coup on ne peut pas lui retirer, et qui moi j'ai trouvé son livre passionnant. Maintenant je suis sûr que oui, sur le fond on peut débattre de la stratégie, de la manière et du parcours du monsieur. Si vous voulez, ils vous y ont autorisé, mais à leurs conditions, c'est-à-dire nous prenons une partie de votre corps social, parce qu'une partie seulement, hein. La logique Buisson, elle était faite pour beaucoup plus sécher le front, mais elle avait sous-estimé la résilience des prolos du Nord et du petit peuple lepéniste. Elle l'avait très lourdement sous-estimé. Mais ils ont réussi, notamment dans certaines régions, à faire quand même perdre jusqu'à 10 points au front, donc ce n'était pas rien. Mais parce que Sarkozy parlait à ces conditions, c'est-à-dire je vous ramène au bercail mondialiste, euro-mondialiste, et en échange de la fin de la France, je dirai ce que vous voulez entendre sur l'immigration maghrébine. Et Buisson a pactisé à ça de A à Z. Or, le problème, c'est que vous voyez, c'est ce que vous dites, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, quand c'est utile, c'est-à-dire quand vos idées, vu que vous représentez la masse patriote majoritaire, doivent s'imposer, on vous l'interdit. Mais quand on veut vous les piquer, pour eux, à la fin, leur faire les poches, faire du business, on vous y autorise. Et tous les médias qui nous bassinent d'antifascisme à longueur de journée ont pactisé dans la ligne Sarko, en veux-tu, en voilà. Et la preuve, quand Fillon a tenté de faire la même chose... il s'est fait assassiner. Bam. Parce que je rappelle que pendant 2 ans, comment Fillon sort de la primaire ? Il fait 2 tours de France pour vendre son livre, rappelez-vous, sur le totalitarisme islamique. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est très simple, c'est des idées qui sont très proches de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un copain, qui est Alexandre Delval. C'est assez proche de Delval, intellectuellement. Or, Delval, c'est pas la gauche... J'espère qu'on aura ici, d'ailleurs, Alexandre Delval. Quelqu'un d'estimable. Peut-être pouvoir organiser ça. Bon, or, mais Alexandre, c'est pas le wokisme... triomphant, on en est très loin. C'est clair. Mais à ce moment-là, Fillon se pensait autorisé, Sarkozy l'avait fait. Oui, mais non. Oui, mais non, parce que vous êtes suspect. Vous êtes suspect pourquoi ? Sur l'affaire Fillon, c'est très net. Ces positions que tout Paris connaissait, que nous connaissions tous en termes de politique extérieure. On savait, et moi je veux dire, le coup du costard, je l'ai vu venir de très loin, parce que je me suis dit, toi, tu penses que la ligne Buisson est faisable ? Non, la ligne Buisson est faisable si le système est sûr que vous faites ça pour son bien. Alors le problème de Fillon, c'est que ses accointances avec la Russie étaient connues, et donc il a explosé en plein vol. Mais parce que... Il y avait ça, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi justement les critiques qu'il a pu envoyer à l'égard de Sarkozy ? Sarkozy qui s'est dit je vais le tuer. Sarkozy, il y a je pense pour moi c'est Sarkozy d'abord prioritairement qui l'a tué. Alors, je vais me venger de l'humiliation que tu m'as faite Sarkozy, de la primaire. Il y a tout à fait participé. Selon moi, hein. J'ai pas les petits secrets en off. Sarkozy y a participé. La seule chose, c'est que revoyez le livre de Castelnau sur la manigance juridique contre Fillon. À la base, et même je n'ai aucune affection pour François Fillon, soyons clairs, mais à la base, juridiquement, cette affaire aurait dû être classée verticale dès le début. Oui. Or, ils ont réussi à la faire prospérer parce que tout le système pensait que Fillon, justement, n'était pas une alternance gratuite. C'est-à-dire, il est majoritairement sous contrôle, mais il y a quand même un truc qui nous déplaît. Et dès qu'il y a un truc, pour eux, il n'y a pas de truc. Vous voyez Quand il y a un doute, quand il y a un doute, ils éliminent. Direct. Vous voyez, le gros souci, c'est que c'est pour ça qu'une campagne populiste est nécessaire. C'est-à-dire, une campagne populiste, c'est pas de dire aux journalistes si je vais jusque-là, ça va. Mais plus bas, je peux faire. Hein. Je suis souple, je peux faire. Parce que c'est interdit de faire Trump, et c'est ce que malheureusement, nous, en France, on a tendance à faire.
il faut C'est une vrai. dédiabolisation, professionnalisation. Mm. C'est-à-dire de dire aux journalistes, pas de leur dire « vous avez raison Mm. », parce que ça, c'est mortel, pas de leur dire « nous, on n'a pas d'avis ». Vous voyez, on n'a pas Mm. d'avis, on n'est pas méchant, on n'a pas d'avis. Mm, mm, Parce que ça, à la fin, ça dégoûtera les nôtres. mm. Mais de dire aux journalistes, notre avis surclasse le vôtre, et nous, on sait qui on sert. Mm. Si vous voulez, c'est par cette professionnalisation-là que vous les briserez. Je vais dire ainsi soit-il. Non, mais oui, non, mais c'est c'est le, ça. si vous Non, mais voulez, oui. c'est la seule chose, c'est que ça vous implique malheureusement une sélection de cadres et une formation des Mm, cadres, mm. parce que personne ne connaît les dossiers politiques sortir du berceau. Ça vous demande une formation et d'investir dans la formation, ce qui est ingrat. Je le reconnais, moi j'en fais depuis 20 ans, donc et j'emploie le terme ingrat à dessein, vu que c'est l'un des chefs du camp national qui avait défini ce que je fais, et de cet adjectif-là. C'est ingrat ce que vous faites. En effet, c'est ingrat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis assez fier de ce que sont devenus certains de mes cadres. Mm. Or, mais ça prend du temps, Mm, indiscutablement. Ça prend du temps. Mais à partir de ce moment-là, vous avez des mecs qui tiendront dans la tempête pour une raison qui est très simple. Si on nous laisse prendre le pouvoir, ils nous enverront dans un coup de coude dans le mur, ça c'est très net. Mais si nous le prenons... Oui, en ayant mis des cadavres dans tous les Non, mais bien placards évidemment. Mais si nous le à prenons Bercy, à Matignon et sur notre compagnie. propre force, ce qui est Mm. le meilleur scénario, Mm, eh bien il faut être honnête qu'il faut aller jusqu'au bout du processus de redressement du pays. mm, Et ça demande des hommes qui tiennent le vent. Hein, vous voyez, parce qu'on n'est pas parti aux champignons, il faut quand même s'en rendre compte. Hein, faut pas oublier une chose, plusieurs nations européennes essayent, comme nous, Mhm. de revenir dans l'histoire. Certaines ont fait plus de pas que nous. Il y en a une où, je pense qu'il n'y en a qu'une seule, en fait, qui est un peu en avance sur nous. C'est Les qui autres, je pense les Britanniques. Ouais. Parce que maintenant, ils ont les coups des franches et ils Mm. peuvent créer un grand parti anti-immigration et surtout le faire appliquer. Mm. Si vous voulez, comme ils prennent que leurs propres ordres, ils doivent intérioriser le référendum, ce qui est compliqué pour eux parce qu'ils en ont pas fait beaucoup. C'est pas leur culture. C'est pas leur culture parce qu'eux, ils sont dans une culture du parlementarisme efficace. Mm. D'où leur mode de scrutin guillotine. Mais on sait jamais. Tout s'apprend. Mm. Mais les autres sont à peu près à la même enseigne que nous. Or, je pense sincèrement que si nous ne faisons pas cet effort de formation interne et d'avoir des hommes qui tiennent le vent, on va se retrouver avec des partis qui seront à terme asséchés de leur masse militante. Il y aura toujours le petit peuple national et souverainiste. Ils ne vont pas le détruire. Hein. Ils ne le peuvent pas. Pas de volonté. Ils ne le peuvent pas. Mm. Mais qui sera dépolitisé parce qu'il sera écœuré. Un appareil squelettique en province, et encore pire dans nos départements et territoires d'outre-mer, un appareil squelettique qui, lui, d'élection en élection, se renouvellera ou pas, et qui attirera toujours le pire, c'est-à-dire les ambitieux de Rotary Club, recalés des Républicains ou recalés des partis gamelards d'à côté, et un noyau central où on a les copains. Bon, c'est bien les copains, c'est chaud, et je le comprends. On a tous envie de faire la politique avec ses potes. Le problème, c'est que la politique, la grande politique, malheureusement, elle est faite avec des hommes qui ne sont pas vous. Si vous êtes dans la recherche du même, vous ne faites pas de politique. La politique, c'est de faire vivre ensemble des hommes différents. Si vous voulez faire de la politique juste pour avoir vos alter ego, si vous voulez, faites une bande de copains. Allez en soirée 2 fois par semaine et vous aurez une très belle vie d'alter ego. Ce n'est pas une vie politique pour autant. Bien sûr. Ah, mais je comprends très bien. Donc, sur le constat, merci parce que c'est hyper clair et honnêtement, je souscris. En tout cas, c'est de mon très humble point de vue ce que je peux constater aussi. Maintenant, la question, c'est de se dire que on est français. En plus, vous êtes gaulliste, donc je crois que s'il y a bien une figure qui a réussi à faire changer les mentalités du tout au tout, je pense notamment à De Gaulle qui assoit la France à la table des vainqueurs, alors qu'il y a
quelques jours, quelques mois auparavant, la France était dans un état lamentable avec plus de 10 kilos de perdus par Français en moyenne, ce qui Tout à est fait. énorme parce qu'à l'époque, il y avait pas de surpoids, il n'y avait pas d'obésité morbide, hein, je le rappelle. Ça, Donc c'est moins c'était des morbide. mecs Il y avait des déjà. trucs morbides, mais c'était pas l'obésité. Voilà, donc c'était des donc non, c'est dire l'état dans lequel la France était lorsque De Gaulle est arrivé. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a réussi derrière à avoir les 30 Glorieuses, à Bien avoir sûr. des projets pharaoniques, je pense au Concorde, au nucléaire, au projet Ariane, voilà, des projets extraordinaires, des projets européens d'ailleurs, hein, avec l'Europe des nations. Enfin, il y avait des choses intelligentes qui ont été faites. Et ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui aujourd'hui, parce que moi je la Mhm. fréquente aussi, cette nouvelle, je dirais, jeunesse au sens de l'esprit, Ouais, ouais. cette nouvelle jeunesse du camp national qui discute entre elles, qui se fréquente. Moi je vois la porosité des organisations entre elles, ce qui Mhm. n'était pas le cas il y a 10 ans en arrière. Oui, c'était pas le cas. Ouais. Et honnêtement, là aujourd'hui, enfin, je vois que les gens discutent entre eux et qu'il n'y a Mhm. plus du tout ce regard de méfiance. Et donc, du coup, s'il fallait qu'on essaye de trouver des actifs au sens, enfin, au sens, je dirais presque pas financier, mais au sens de la dynamique, qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui au camp national, justement, vous parliez de la victoire de Trump, qui est la preuve qu'on Mhm. peut incarner la vérité et défendre les siens en disant merde au système et à ceux Mhm. qui le représentent, c'est-à-dire les journalistes. Donc ça, je pense que c'est en voie de se faire. On a reçu il n'y a pas longtemps Jules Laurent, rédac-chef de Frontières, qui justement Mhm. explique cette volonté-là, cette vision qu'ils ont d'informer différemment et de créer des contre-pouvoirs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, selon vous, qu'est-ce qui, dans le paysage, je dirais, du camp national, peut nous laisser espérer une victoire à Mais court ou moyen terme, quoi? alors déjà, sauf si elle se trompe de combat, le fait qu'il y ait une jeunesse nationale. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue. Un jour, je reçois une invitation très particulière, qui est une sorte de convocation, à la limite, si vous voulez, à la limite, vraiment, de l'impolitesse. Mais c'était dans un lieu que je connaissais, la personne qui me remet le truc, quelqu'un que je connais. Je fais bon, on va voir. Je tombe sur une réunion avec des personnalités éminentes représentant 5 pays et qui sont des hommes qui pèsent dans les pays qui étaient les leurs. J'en parle d'autant plus facilement que 2 des personnalités qui étaient à cette table sont malheureusement nous ont quittés aujourd'hui. Et d'un seul coup, je demande qui m'a convoqué, parce que et en réalité, je suis en face d'autorités d'autorités d'ailleurs qui ne sont pas très proches, qui sont des arcanes de quelque chose qu'on appelle le PUSDI. Bon, le PUSDI, je sais que c'est une organisation sérieuse, j'ai pas 2 idées en commun avec, mais c'est une organisation sérieuse, transnationale, qui a les moyens de ses ambitions, très nettement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez expliquer rapidement. C'est très simple, c'est une sorte de franc-maçonnerie chrétienne. Parfait. Mais disons voilà, moi j'avais connu, puisque j'organisais des conférences, les tarifs de leurs conférenciers, je peux dire qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Je le dis franchement. Ok. Donc c'est une organisation puissante. Mhm. Ils disent voilà, ils ne nous proposent pas de partenariat, ce que je n'aurais pas accepté. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi. Mais par contre, le succès du cercle les interloquait. Je me suis dit, vous, ça se voit que vous n'avez pas un rond. Non, mais vous voulez, c'est des gens qui ont les moyens de leur franchise. Ouais. Et, je fais, oui, c'est vrai. Non, non, faut pas mentir. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Il dit, est-ce que vous pourriez faire ce que vous faites dans d'autres pays qu'en France? Vous savez, pour qu'il y ait l'éducation populaire marche, il faut 2 choses. Il faut une jeunesse alternative que le système a renvoyée dans les marges, et il faut une intelligentsia alternative que le système a renvoyée dans les marges. Or, vous avez des pays qui ont les 2, la France, la Grande-Bretagne un peu, mais prenez le cas de l'Espagne. L'Espagne, il y a une partie du peuple espagnol qui est certainement lésée, c'est indiscutable. Il y a peut-être une petite partie de la jeunesse espagnole qui s'énerve, c'est peut-être vrai, mais par contre, l'intelligentsia espagnole, elle est très normée par le mythe de la guerre civile, et je peux vous dire que moi, j'ai besoin, pour une organisation comme la mienne, d'être sûr d'avoir plusieurs centaines d'universitaires capables. Mhm. En Espagne, j'ai dû trouver, alors que mon équipe travaille en espagnol, donc si vous voulez, il y en aurait plus, nous les aurions trouvés. On a trouvé 3, 4, 5, pas plus.
En Italie, même chose, alors que le système universitaire italien est beaucoup plus libre que le système français. Et puis il y a des pays, par exemple des pays comme l'Allemagne, où là il n'y a ni l'un ni l'autre, parce que la jeunesse allemande ne s'intéresse pas aux partis nationaux. Si vous voulez, c'est l'Allemagne de l'Est qui vote nationaliste. Donc c'est l'Allemagne qui disparaît démographiquement, faut quand même s'en rendre compte. Et là, pour le coup, l'intelligentsia allemande, vous savez, je mets au défi n'importe qui de me citer quelqu'un d'autre que Thilo Sarrazin. Donc, voilà ce que je leur ai répondu. Et si vous voulez, j'ai beaucoup repensé à cette histoire et je me suis dit, pour que des gens dans leur pays regardent ce que nous faisons, alors qu'il faut nous trouver, on n'est pas la première porte sur la place de Paris, ça prouve qu'il y a une chose qu'ils ont envie, c'est cette jeunesse nationale. Or, ça, c'est une des grandes chances de la France. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle se perde dans des combats qui ne sont pas les leurs, ou dans des combats d'arrière-garde, et qu'ils n'oublient pas qu'en dehors de l'intérêt national, il n'y a pas de salut. Parce que s'ils rêvent d'être autre chose que des Français, on utilisera ce qu'on a utilisé contre leur père, c'est-à-dire, il faut que tu sois un bon Européen. Liquide ton électricité, ça fait du bien à l'Europe. Liquide l'armée française, ça fait du bien à l'Europe. Il faut... Et surtout, qu'ils assument la France telle qu'elle est et dans sa totalité. C'est-à-dire que la France, c'est un État qui, si vous voulez, il faut avoir ce que j'appelle la méthode turque. Si vous voulez, on se dit, comment Erdogan est devenu si fort ? C'est vrai, il prend la Turquie à la ras de terre. Aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le problème n'est pas là. Aujourd'hui, personne ne regarde ce type de travers. Vous avez remarqué. Et il fait avancer son agenda avancer, politique. Alors, et religieux. Politique et religieux. Comment il a fait ça À la base, je rappelle qu'il sort de tôle. Bon, puis qu'il a failli se faire assassiner par la CIA. Donc, si vous voulez, quand même épais, le gars. Il a fait une question. Il s'est posé une question simple. La Turquie, c'est quoi ? C'est un État européen à 3%. C'est Constantinopolis qui est sur le sol européen. Donc, c'est 3% du territoire turc. Qu'est-ce que je fais de ces 3% ? Je vais racketter du fric. Il n'a jamais voulu entrer dans l'Europe. Il n'est pas stupide. Oui. Il n'est pas stupide. Il veut que le fric européen rentre chez lui. C'est pas lui qui veut rentrer. Et que les critères de Copenhague coupent les parties séminales de l'armée qui était son pire ennemi. Donc c'est nous qui avons assis son pouvoir. La Turquie, c'est quoi d'autre ? C'est un État africain, historiquement. Donc il a renvoyé ses troupes au sud. C'est un État islamique, donc il a revendiqué l'islam. C'est un État panturquiste, donc il a mis sa main jusqu'au cœur de l'Asie centrale. Et c'est un État occidental, et donc il s'est posé comme le pilier oriental de l'OTAN, au même titre que la Grèce. Et après, il en a un peu rabattu, parce que la Turquie est aussi multipolaire. Voilà, la Turquie, c'est 6 choses, il a abattu 6 cartes. C'est quoi la France ? La France, c'est un pays atlantique. C'est un pays océanique, qui a un pied dans le Pacifique, qui a un pied dans l'océan Indien. C'est un pays sud-atlantique. C'est un pays multipolaire. C'est un pays latin et méditerranéen. C'est un pays ouest-européen. Mais c'est tout ça. Vous voyez toutes les cartes qu'il y a à abattre ? Or, objectivement, nous en négligeons les 2 tiers. Nous en négligeons les 2 tiers. Et ça, tous les nationalistes qui ont réussi quelque chose, peu importe ce qu'on pense de ces hommes, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas Xi Jinping, je pense que Xi Jinping n'en a pas grand-chose à foutre de ce que les gens pensent de lui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vladimir Poutine, quand il arrive, les Russes se terminent dans les rues à la vodka de patate. C'est-à-dire que vous marchez dans Moscou sur des mecs raides comme la justice parce qu'ils se sont terminés à une vodka de patate faite dans leur salle de bain. Donc, et lui aussi il s'est dit, c'est quoi la Russie ? La Russie, c'est une puissance orthodoxe, islamique. Je rappelle que 20% des Russes sont de religion musulmane. C'est une puissance multipolaire.
c'est une puissance asiatique, c'est une puissance européenne. Cette carte-là, il l'a abattue. C'est les autres qui n'en ont pas voulu. Bon, très bien, mais il l'a abattue. Il Puis y a Versailles, européenne bien sûr. en sens russe, pas Mhm. européenne en sens germano-servilité. Mhm. Or, vous voyez, et nous, on regarde la France, on ne l'assume pas telle qu'elle est parce qu'on aurait aimé qu'un jour ou l'autre elle soit différente. Le problème, c'est qu'il faut l'assumer telle qu'elle est. Et cette jeunesse nationale, elle en est capable. Là où, et peut-être d'ailleurs ne serons-nous pas d'accord, elle a une force, c'est que comme elle est en face d'un sentiment identitaire d'une part des populations étrangères, je dis bien d'une part, hein, Mhm. il y a beaucoup aussi d'étrangers qui se comportent très bien en France. Et pas uniquement les... parce que, si vous voulez, moi, la distinction extra-européen européen me gêne beaucoup parce qu'elle ne repose sur rien. Elle repose sur pas grand-chose. Parce que, vous voyez les statistiques de nos prisons, il y a beaucoup Elle repose d'Européens sur dans ce- nos prisons. Hein. Oui, mais elle repose sur ce qui est visible en réalité. Elle repose Sur ce qui est différent, Voilà. culturellement. Or, le problème, c'est que une part de l'immigration se comporte bien et une part de l'immigration se comportera d'autant mieux qu'on aura affirmé qu'on est maître chez nous. Parce que, si vous voulez, on leur en veut de ne pas respecter des règles. Mais bien Mais sûr. il y a des règles chez nous. Mais c'est ça. Mais c'est nous qui les édictons, les règles chez Ouais, nous. c'est ça. Non pour l'instant, c'est Van der Leyen qui fait les règles chez nous. Mm. Donc, si vous voulez, résultat, on n'est pas propriétaire en France. On est des locataires précaires, comme eux. Mhm. Bon, c'est une guerre de locataires précaires. Ok, c'est une guerre de mansardes Non, mais- pour Maliens dans le 12e, où deux familles maliennes se foutent sur la gueule pour le même paillasson. Voilà, c'est aussi simple que ça, la France d'aujourd'hui vis-à-vis de ses immigrés. On peut les foutre dehors ? Non. On peut les empêcher de rentrer ? Non. On peut dire, ne serait-ce... On va prendre l'exemple, nous sommes le 12 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Monsieur Barnier, alors que je rappelle que le thème aujourd'hui du 11 novembre de cette année, c'est l'amitié franco-britannique, parce que plusieurs centaines de milliers de fils de la Grande-Bretagne sont morts avec les nôtres. Monsieur Barnier, devant le Premier ministre britannique ulcéré, alors que la Grande-Bretagne a quitté l'asile européen, secoue un gamin qui n'a qu'un drapeau français dans les mains, parce qu'il faut lui donner le drapeau jaune à étoile jaune pisse, qui est quand même le drapeau qui cache ceux qui ont perdu en 1918. Vous voyez le problème ? Or, et Barnier fait ça. Je ne dirais pas, par égard à la décence humaine ce que je pense du personnage, mais j'en pense pas moins. Mais vous voyez, c'est-à-dire que le pauvre gamin qui fait son petit fanion bleu-blanc-rouge, c'est déjà trop. Ouais, non, c'est Eh ça. ben, allez demander moi j'ai été prof, allez demander aux enfants de l'immigration. Mais bien sûr. Attends, tu te rends compte ? T'as même pas le droit. Le jour où où on essaye de se rappeler plus d'un million de morts français, plus les manques à vivre, enfin les manques à naître, les gueules cassées, etc. Le jour où on se rappelle d'eux, il faut qu'il y ait un sous-agent Bosch pour venir te dire que maintenant le drapeau français ne sera jamais que dans l'ombre du drapeau du 4e Reich, ce que les gens que tu fêtes sont morts pour éviter. Donc, comment vous voulez dire à un immigré quel qu'il soit, fût-il européen, que vous êtes maître chez vous. Bien sûr. Or, donc si ils ne vous n'êtes respectent pas maître chez évidemment. vous, vous êtes non respectable. Exactement. C'est aussi simple que ça. Exactement. Alors que c'est pour ça qu'il ne faut pas se gourer de combat. Si vous voulez, l'immigration est urticante, c'est indiscutable. Elle est un problème majeur, personne ne le nie. Je le rappelle souvent à une part de la droite qui n'aime pas les débats de souveraineté parce qu'elle n'a pas le niveau intellectuel pour les soutenir. C'est que les premiers, on ne vous a pas attendu, les premiers, la totalité des démographes nationaux étaient des souverainistes. Le premier grand bouquin sur la démographie française par rapport à la démographie immigrée, c'est La Peste blanche et Pierre Chonu. D'accord ? Donc c'est mon école idéologique. Et ça date des années 70. Donc si vous voulez, on n'a attendu personne. Or, le gros souci, c'est que l'immigration est une résultante d'un système qui nous tue et résultante
de son effet anthropologique majeur, c'est que quand vous détruisez la liberté, vous détruisez la volonté de vivre. Quand vous détruisez la volonté de vivre, vous vous faites des hommes et des femmes de deuxième catégorie et qui sont marqués par quoi? Par le refus de la vie. Donc ce sont des êtres qui sont remplaçables. Remplaçables par Mokhtar, remplaçables par la machine. Remplaçables à 2 degrés. Et une fois que vous les avez remplacés, c'est terminé, il n'y a plus de peuple. Mais ne nous battons pas uniquement sur la conséquence, battons-nous sur la cause. Voilà. C'est comment on a créé, comment on est arrivé à persuader les fils et les filles d'un des plus grands peuples que l'Europe de l'Ouest est portée, Que la Terre est portée. et que la Terre est portée, qu'ils étaient des êtres de seconde zone, qu'ils n'étaient pas capables, alors que la dernière épopée industrielle française, elle date du temps de nos parents. Mais Nos bien sûr. parents l'ont vu. Mais oui, Donc, oui. qu'on ne me dise pas, vous nous racontez des histoires des C'est du histoires roman de national, du roman comme on dit, national de ouais. Vercingétorix. C'est ça. Hein, si vous voulez, le Concorde volait encore, j'étais petit. Ouais, bien sûr. Donc, à un moment, merde. Ouais. Or, le souci, c'est comment vous avez endoctriné ces gamins pour en faire d'eux des handicapés symboliques. C'est-à-dire pour leur dire, voilà, tu vas te mettre là, tu vas te mettre en position latérale de sécurité, en position fétale, et tu vas attendre la mort bien gentiment. Et en échange, tu auras un ghetto blaster, une émission de télé-réalité et peut-être un peu de musique douce, tiens, voilà, du Nakamura. Or, c'est... Alors, si vous voulez, autant mourir. Hein. Au moins la mort, ça se comprend. Et ça se comprend pas. Donc, c'est horrible d'être enterré sur un champ qu'on comprend pas. Mais donc, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le sujet de l'identité de qui nous sommes. Mais tous les nationalistes se sont posé cette question-là. C'est de Trump à Poutine, de Poutine à Xi Jinping. C'est pas, si vous voulez, si nous ne combattons que les problèmes les uns face aux réaction. autres, nous sommes dans la réaction, donc d'un point de vue de sport de combat basique, nous sommes dans les cordes. Mais bien sûr. Voilà, nous sommes dans les cordes. Ouais, et résultat, alors que le système est très logique. Le système est très logique. Je sais qu'on aimerait que ces êtres soient, parce qu'on s'identifie toujours aux gens qu'on combat. Et donc, si vous voulez, on se dit, si vous voulez, en plus, on a tout, particulièrement dans nos familles de pensée, disons, toute une pensée quasiment héroïque fantasy, vous voyez, Seigneur des Anneaux, etc. Donc, on a une nostalgie, nous, de l'ennemi intime. On a une nostalgie du grand ennemi. C'est-à-dire de quelqu'un, on se dit, oui, putain, on va se friter avec ça, c'est quand même quelque chose, quoi. L'image que ça renvoie de soi-même est valorisante. Vous voyez ce que je veux dire, très bien, bien sûr. Alors le problème, c'est qu'on va se friter avec Darmanin. Tout de suite, c'est moins valorisant. Vous voyez ce que je veux dire? Tu veux dire, il va falloir en rajouter du storytelling pour voyez le problème, quoi. Parce que bon, c'est pas le Balrog dans la communauté de l'anneau. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc c'est le Balrog de Tourcoing, si vous voulez. Mais le souci, voilà, c'est que le système, lui, est fait de la médiocratie, il en vit. Donc il nous envoie des gens médiocres, mais parce qu'il est très logique avec lui-même, vu qu'il est là pour avilir tout ce qu'il touche, et nous compris. Donc, soit nous avons une vision de l'homme à rehausser, et c'est là où nous sommes à la hauteur du combat, soit on se dit, on va hériter des places et on va gérer les affaires courantes. Oui, c'est ce que le système attend de nous. Avant de nous jeter à la poubelle, et lui, de terminer le pays. Il a 50 ans pour terminer le pays. Alors, question, est-ce qu'on veut être la poutre de soutien des destructeurs de notre propre pays? Si c'est le cas, on peut rentrer chez nous. On a tous mieux à faire. C'est très intéressant, effectivement, ce que vous dites sur l'immigration et comment, en fait, l'identité française et la bonne compréhension des cartes que la France a en main peut être un remède, justement, à cette vision morose. Mais quand vous parliez, peut-être, certains, je pense que vous faisiez allusion à cette espèce de mono-sujet lié à l'immigration, par exemple, alors qu'en fin de compte, vous disiez que la non-intégration est liée d'abord au comportement de ceux qui détiennent le pays, qui en sont le responsable, c'est-à-dire les Français eux-mêmes. Mais j'ai presque envie de faire un parallèle avec le souverainisme, en réalité. Parce que je pense qu'on est souverain et qu'on a les clés de compréhension de sa souveraineté, car à partir du moment où on a
son identité forte et qu'elle-même, elle est bien comprise. Donc en fait, que ce soit sur l'immigration, la simulation, là dans le cas précis, ou que ce soit sur la souveraineté, moi j'ai souvent eu des discussions avec des souverainistes qui disent oui, mais la souveraineté, c'est la priorité, l'article 50, etc. On les connaît, ceux qui militent pour Asselineau, ils sont d'ailleurs des très bons militants avec, avec des très bons éléments de langage et Des hommes redoutables. un vrai fonctionnement intellectuel abouti, Bien avec sûr, une vraie oui, tout à connaissance fait. des textes, etc. Vraiment, les gens, moi, les discussions les plus intéressantes que j'ai eues c'était avec des souverainistes, honnêtement. Mais le seul défaut Normal. que j'ai avec eux, c'est que je leur dis, mais ok, très bien, sauf que, comme l'immigration, comme les sujets d'identité, tant qu'on ne sera pas redevenu des Français, vous pourrez parler de Frexit autant que vous voudrez, personne n'en aura rien à foutre. Voilà, je suis désolé de le dire aussi alors, franchement, alors, mais et pour moi, c'est non, le mais même attendez, sujet. c'est pas, si vous voulez, c'est pas faux. La seule chose, c'est qu'à un moment, il faut pas séparer, il faut pas faire de l'atalisme, si vous voulez. Il faut avoir les deux jambes du pantalon. Mhm. Donc, parce que Monsieur Attali en solde souvent une. Non, je le dis. Très bonne blague de Jacques Attali. Il faut aller non, mais voir. je le dis parce qu'il a fait un acte qui pour moi est très grave ces derniers jours. Il a fait une diatribe sur l'antisémitisme du général de Gaulle. Je pense qu'à un certain moment, vous me direz, parfois, il ne faut pas perdre une bonne occasion de se taire, même si ça fait 40 ans qu'il les perd. Il aurait peut-être dû arriver à avoir celle-là, parce que il est vrai que De Gaulle est l'antithèse de tout ce qu'il a jamais pensé. La seule chose que, comme il ne peut rien contre, il essaye de le salir. Ce qui est à la mesure du personnage, mais je trouve ça assez ignoble. Donc je me suis permis cette petite méchanceté. J'en ai des tas d'autres en réserve, mais je vous les épargne. Or, ne divisons pas deux jambes qui veulent marcher ensemble. Or, moi, si vous voulez, c'est très très drôle. Ce débat-là m'a toujours fait marrer. Moi, je dis pas que c'est pas bien. Moi, je dis que la souveraineté, c'est super. Je dis juste que c'est les mêmes clés de compréhension que l'identité ou que l'immigration. Si vous voulez, parce que le souci, c'est que chacun de nous met le doigt sur une part de la photo qu'il connaît mieux, non même pas qu'il intéresse, mais qu'il connaît mieux, tout simplement parce qu'on refuse de mettre la photo à bonne distance pour en avoir une vision panoramique. C'est une question de vision. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Si vous voulez, est-ce que c'est la liberté qui fait le franc? Le franc, c'est l'homme libre. Est-ce que c'est la liberté qui fait le franc, ou c'est le franc qui est capable de sécréter la liberté? C'est le français qui fait le franc. Voilà, vous voyez. Or, le problème, c'est que si vous voulez, c'est que les deux phénomènes s'entrelacent et s'auto-engendrent. Oui. C'est-à-dire que, on le voit très bien, il y a beaucoup de peuples européens à qui on est en train de prendre leur liberté, qui objectivement ne bougent pas, ou très peu. Et vous vous dites, ils vont crever. Et pour certains, je le crains. Mais d'un côté, ça les regarde. Les Français, et leur mal-être profond est lié à ça. Si vous voulez, je pense souvent à un homme qui m'ennuyait l'été parce qu'il n'y avait que ses films et que je m'ennuyais l'été tout seul. C'était Jean-Paul Belmondo. Et c'est un homme que j'ai appris à aimer avec le temps. Et un jour, il a eu une phrase qui montait directement au cerveau, ce qui m'arrive. Il a dit « Cette France si heureuse et joyeuse que j'ai connue ». D'un seul coup, tac. Je me suis dit, et j'ai interrogé, ce que je fais à chaque fois quand je veux de la psychologie sociale, j'ai interrogé tous les vieux de mon village. Et tous les anciens que je connaissais. Et tout le monde me raconte la même histoire. C'est-à-dire, oui, les Français étaient joyeux. On met la question du bonheur à part. Le bonheur, c'est très compliqué philosophiquement. Mais la joie. C'est quand est-ce que les Français ont fait... Parce que, qui arrive à Paris, de l'étranger, j'y ai vécu, vous revenez d'Asie du Sud-Est, vous arrivez à Charles de Gaulle, vous savez que vous êtes en France, au nombre de gens que vous voyez faire la gueule. Ah ouais, ça, on est tous d'accord là-dessus. Il y a même une pathologie des touristes asiatiques, justement, qui rentrent en dépression après un voyage à Paris. Voilà. Est-ce qu'il y a entre l'image d'Épinal, genre Emily in Paris, de Paris, fabuleuse, flamboyante, etc., et l'image qu'on en a réelle lorsqu'on y est, on est bien d'accord, ouais. C'est deux salles, deux ambiances. Or, est-ce que les Français ont toujours fait la gueule? Pour moi, c'était évident. Oui. Et là, j'apprends que non. C'est quelque chose qui naît dans les années 70-80. Donc là encore, c'est même pas la génération de mon père, c'est la génération de mes frères. Pas le même tarif. Hein. Je me dis, qui a obscurci le cœur des Français? Or, le problème, c'est que les Français, vous leur retirez la liberté, ils se dévitalisent. Mais en même temps, vous leur retirez leur francité
ils ont plus de goût pour la liberté. Vous voyez, les deux Ouais, 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 s'engendrent. ouais. Or, Cercle vicieux. ça devient un cercle vicieux. Bernanos l'avait prévu. C'est le plus grand prophète de notre temps. Mm. Si vous voulez, au-delà de tous les génies politiques que j'ai pu lire, je pense qu'il est certainement le plus grand. Or, et Bernanos l'avait prévu, ça. Parce que le problème, c'est que pour les Français, certains autres peuples pensent différemment et c'est tout à fait leur droit. Mais si vous voulez, c'est ce que j'aime à dire, citant Bernanos dans une partie de la phrase. Vous savez que l'un des plus grands livres de Bernanos s'appelle La liberté, pourquoi faire. Le problème en France, c'est que quand vous commencez à vous demander la liberté, pourquoi faire, vous terminez pour la vie, à quoi bon. Et ça, c'est très français, malheureusement. Or, parce qu'on n'a pas, si vous voulez, cet instinct ethnique de la survie gratuite, c'est-à-dire, je suis une larve, mais je suis vivant. Les Français n'arrivent pas à se dire ça collectivement. Oui. C'est si vous voulez, la vie nue, pour parler comme Agamben, ne nous suffira pas. Oui. Tu vois, Il faut quelque chose d'extraordinaire, d'excellent, de dépassable, en fait. Je pense qu'il faut quelque chose de savoureux, si vous voulez. Si vous voulez, il faut quelque chose vraiment de savoureux au sens premier du terme. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est comme dans la chanson de Ferrat, ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Or, ma France, si vous voulez, les Français ont besoin d'avoir un goût pour vivre. Si vous voulez, il y a des peuples qui ont besoin de sens, il y a des peuples qui ont besoin de rien. Oui. Si vous voulez, il y a des peuples qui se suffisent. Vous allez dans le Caucase, en Asie centrale, les mecs disent bon, on va faire du commerce de vallée à vallée. Pour tout ce qui est sérieux, vous appelez les Russes, nous, ça ne nous regarde pas. Par contre, dès qu'il y a un litige commercial, tout de suite on sort les coutelas et là, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Là, pour le coup, quand vous en êtes pas, faut avoir repéré la porte de sortie quand même. Hein. Parce que, mais nous, on a besoin de ce goût de vivre. Et les Français l'ont en partie perdu. Je pense que par une part de leur désespérance aujourd'hui, mais après par l'action d'une minorité décidée, il ne faut pas attendre que les Français le décrètent ou que nous encore pire que nous le décrétions. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de partir, nous, à la recherche de ça, pour le sécréter dans le corps social et que celui-ci il sécrète. Ce qui est arrivé aux autres peuples. Si vous voulez, beaucoup de Russes voulaient en terminer avec eux-mêmes avant Poutine. Beaucoup d'Américains ont tenté Trump comme l'espoir de se sortir d'un trou psychologique. Si vous voulez, il faut... Le terme réenchanté serait très mauvais, mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que le nationalisme est profondément une doctrine de vie. Or, malheureusement, nous sommes face à un système intrinsèquement morbide, qui ne le cache pas. D'ailleurs, son adoration pour la mort et pour la culture de mort, il la transpire et objectivement, il l'assume. Tout simplement parce que le projet, lui, il est clair. Hein, non, mais le projet est très clair. Le projet est très clair pour lui. L'homme situé, l'homme enraciné, l'homme culturel est une espèce invasive. Si vous voulez, ils ont le même point de vue vis-à-vis de l'humanité que les 68 arts avec la notion de peuple. Vous avez raté notre révolution, vous ne méritez pas de vivre. Et la religion transhumaniste, c'est ça. C'est les 2 tiers de l'humanité sont indignes des potentialités que l'homme avait. Next. Or, si vous voulez, face à ça, nous devons avoir une logique de vie. Si vous voulez, l'un des penseurs de l'avenir pour moi là-dessus, c'est Bergson, très nettement. Or, une logique de vie. Et c'est très étonnant d'ailleurs, parce que je relisais il n'y a pas longtemps un vieux discours d'un homme avec lequel je n'ai pas d'affinité, mais que j'ai rencontré plusieurs fois. Enfin, j'ai rencontré dans le cadre du Parlement européen, qui est Jean-Marie Le Pen. Et il avait fait un discours sur Vive la vie, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans mes archives, et qui porte encore la marque de Jean-Claude Martinez, je pense, qui a dû être l'un de ceux avec qui il a discuté de ça, parce que c'est un thème qui est très présent dans les écrits de Martinez. Et je pense qu'il y avait quelque chose à partir de ça qui avait été compris profondément par Jean-Marie Le Pen, je le pense. C'est qu'en réalité, si nous n'arrivons pas
à donner au nôtre un rêve suffisamment grand pour réveiller cette envie de vivre, le système finira tôt ou tard par nous avoir. Parce qu'il a pour lui une chose, il a le fait que les populations ont intégré leur autodestruction psychiquement. À partir de là, il n'a besoin que de temps pour que ça arrive à terme. Lui en a rien à foutre. Il gère la xénocratie, c'est-à-dire il gère les flux, et c'est tout. Pour lui, le pouvoir n'est pas une verticalité. Le pouvoir est un flux, et une maîtrise de flux. Donc, si nous voulons réellement gagner, parce que c'est une guerre à mort, c'est horrible, c'est une guerre anthropologique. Si on les loupe pas, ils nous louperont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Toute tentative, je voyais certains leaders proches de Reconquête ou autres vouloir tendre la main à leurs ennemis. Oui, faites-le, vous la prendrez en pleine figure. Parce que chez ces gens-là, avec nous, il y a des trêves. Mais il ne faut pas oublier une chose, nous sommes tous qu'ils détestons. Et la preuve, regardez leur manière de diriger. Aujourd'hui, vous avez le centre de l'omelette juppéenne. Vous avez les deux partis qui ne font pas partie, les hommes de Mélenchon, les hommes de Le Pen. Et on se les fout chacun dans la figure. J'ai besoin d'être élu, Mélenchon. J'ai besoin de tenir l'Assemblée, Le Pen. Et résultat, le système n'a rien à faire. Parce que pendant ce temps-là, la destruction du pays avance jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et quand il sera trop tard, ils seront toujours là, eux. Eux, ils seront au centre des ruines, mais il y aura toujours un petit billet à faire. Ceux qui auront failli, c'est nous. Nous sommes jeunes et on a encore beaucoup de force vive, de force vitale en nous pour réussir, j'espère, à réunir toutes les âmes de bonne volonté pour réussir à proposer justement à cette alternative à ce projet mortifère. Moi, je le crois profondément. C'est pour ça qu'on a voulu créer Impact et qu'on est particulièrement honoré que vous soyez là aujourd'hui. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans le camp national, on est très fort pour critiquer, mais qu'aujourd'hui, il serait temps de proposer quelque chose de positif, de meilleur, de nouveau, et surtout qui s'inscrit dans la durée des décennies, des siècles de l'histoire de France, et pour qu'elle puisse regarder vers l'avenir. Et vous en faites partie. Là, vous avez cité des auteurs, des intellectuels, des philosophes particulièrement intéressants, que j'invite nos auditeurs évidemment à aller lire. Et je trouve que votre diagnostic, il est vraiment très intéressant, il fait réfléchir. C'est un peu l'habitude ici dans cet entretien. Je pense qu'on pourrait continuer à discuter pendant des heures, mais voilà, malheureusement, il faut aussi que nous puissions aller à nos occupations. Et je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. Pour la jeunesse justement qui nous écoute, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, si vous aviez un mot à leur donner, lequel ce serait? Voilà, je sais que vous la fréquentez beaucoup, mais ça fait vraiment père Fouras, vieux camp. Hein. Donc, non, mais au vu justement, vu que vous avez vous êtes dans la formation, vous fréquentez des intellectuels, des professeurs, des gens qui justement sont force de projection, de vision. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ceux qui nous écoutent, pour qu'ils puissent eux aussi prendre leur part au combat, au sens noble du terme? Différenciez toujours en vous ce qui appartient à la psychanalyse individuelle et ce qui appartient à votre élan de vie. C'est-à-dire, ne militez pas juste parce que vous êtes dans une mauvaise passe, juste parce que la vie vous apparaît chiante, grise et monotone. Oui. Parce que vous êtes énervé, déçu. Ne faites pas de politique parce que la psychanalyse coûte trop cher et n'est pas remboursée. Ne faites pas ça. Bravo. Ne faites pas ça, vous vous feriez du mal, vous faites du mal à vos idées, ce qui est pire. Oui, totalement. Alors, réussissez de petits challenges dans la vie. C'est-à-dire, soyez, sans être intrusif, mais quand quelqu'un dépend de vous, ayez une parole, soyez des mecs avec des faces, ou des nanas avec des faces, soyez de bons pères et de bonnes mères. À partir de ce moment-là, vous aurez déjà réalisé quelque chose d'énorme dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, vous savez, moi je garde toujours comme un mantra obsédant la phrase du général de Gaulle, les enfants qu'on a faits et le labeur qu'on a accompli. Tout le reste sera emporté par le vent de toute façon. Donc, et à côté de ça, quand vous aurez réussi à avoir votre petit défi à vous, ça peut être de fonder une famille heureuse, ça peut être des tas de choses.
vous pourrez mettre une partie de cette énergie dans le combat politique, si vous voulez, parce que le combat politique, sinon, si vous en faites un truc de dents à rayer le parquet, vous avilissez votre propre combat et les temps ne sont plus à ça. Parce que si vous voulez, Il est trop tard. si Il faut se vous battre. êtes un ambitieux ou un ramenard, payez-vous des cours de crypto et soyez le roi de la crypto. Et vous ferez. Et le pire, c'est tout le bien Ah que je oui. vous souhaite. Et vous ferez de la thune et vous serez très bien. La seule chose, ne faites pas de politique. Mhm. Parce que les temps qui viennent, si vous voulez, nous serions dans les années 80, vous seriez aux côtés de Jean-Louis Borloo et d'Alternative Libérale et vous seriez devenu comment dire, un inutile gras et satisfait. Hmm. Là, vous allez prendre en pleine figure la totalité de la défaillance du système. Donc, même pour vous, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Ne faites pas de politique parce que les temps qui viennent ne sont pas pour vous. Si par contre, vous voulez faire quelque chose pour les vôtres, réellement, et l'inclure dans votre vie, pas faire ça comme une activité récréative, mais l'inclure dans votre vie, c'est-à-dire de faire à la fois ce que vous aimez, ce que vous pensez pouvoir tenir longtemps, parce que nous allons avoir besoin d'hommes et de femmes qui ont une décennie ou 2 décennies à perdre, parce que le redressement d'un pays, ça prend 15 à 20 ans. Une fois que vous aurez fait ce choix de manière résolue, vous pourrez faire de la politique. Pas avant. Pas avant parce que, sincèrement, vous allez vous brûler les ailes si vous êtes là pour de mauvaises raisons. Mais si vous êtes là pour de bonnes raisons, tout le monde vous ouvrira les bras parce que les temps qui arrivent vont faire que les vocations vont devenir de plus en plus rares parce que le métier va être d'autant plus compliqué qu'il aura besoin de gens qui ont déjà prouvé qu'ils peuvent s'oublier un petit peu. À la fin, vous en serez satisfait si vous faites ce petit examen de conscience. Ça évitera des pertes de temps à tout le monde et à vous en premier. Magnifique mot de la fin. Effectivement, on n'en parle pas suffisamment. Faites-le pour les bonnes raisons. Sur ce, merci à tous pour votre écoute active et puis pour votre participation à ce podcast. Vous le savez, c'est grâce à vous que ça existe, donc soutenez-nous, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, commentez, n'hésitez pas à nous proposer également des invités. Et je remercie chaleureusement Pierre Rougeron de nous avoir offert cette masterclass, je me permets l'anglicisme, sur Merci justement l'analyse du camp national. Merci beaucoup et à très bientôt.